Je vous demande de bien vouloir tous regagner vos places. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Votant 505, exprimé 401, majorité 201, pour 255, contre 146. L'Assemblée nationale a adopté. Je vous propose de faire une petite pause de 10 minutes et on reprend donc à 40. Voilà pour ce vote. Suspension de la réforme des retraites adoptée avec une bonne majorité de 155 pour, 146 contre. Valérie Nataf, le décryptage des premiers votes, c'était attendu oui, dans cet étiage-là? Oui, à peu près une centaine de voix. Il y en a un tout petit peu moins, à 9 voix près, mais c'est une large majorité. À partir du moment où le Rassemblement national, une partie de la gauche, donc écolo, Parti socialiste, Lyotte, etc., vote, on a cet étiage. C'est donc une large majorité. J'imagine que ça fera réagir les invités autour de ce plateau sur la responsabilité ou l'irresponsabilité des uns ou des autres. Il faut noter une très forte abstention aussi, puisqu'il y a eu 401 votes exprimés et en fait 255 et 146. Non. Alors voilà, nous y sommes. Suspension de la réforme des retraites adoptée à l'Assemblée nationale. Le parcours sera encore long et la droite promet déjà de ferrailler dur face à cette suspension. On attend les premières réactions. Sylvain Maillard va s'exprimer. Non, il passe devant les caméras. En tout cas, on sait du côté du Parti socialiste qu'on va entendre des bruits de victoire, mais c'est pas le cas du côté de la France insoumise. La gauche est divisée. On écoute Éric. Dans les deux cas, c'est tous ceux qui veulent l'abrogation de la réforme des retraites qui sont floués. Voilà ce que je voulais dire. Donc les conséquences pour vous? Bon, les conséquences, ça montre un peu plus l'accord entre le Parti socialiste et le gouvernement pour essayer de faire passer de ce PLFSS. Donc tout ça sur le dos des salariés. Je vous rappelle que la plupart des syndicats étaient contre ce décalage qui, encore une fois, est surtout une arnaque. Merci. Est suspendu. Ce sont des centaines de milliers de Françaises et de Français, 3,5 millions d'entre eux, qui bénéficieront d'une réduction de l'âge de départ légal à la retraite et d'une réduction du nombre des trimestres à cotiser. C'est pour tous ces hommes et ces femmes qui ont eu des carrières souvent difficiles une excellente nouvelle et dont nous nous félicitons. C'est le résultat d'un travail acharné, d'un rapport de force jamais démenti, qui nous a conduit à ne jamais perdre de vue les raisons de nous battre, ni celles et ceux pour lesquels nous nous battons. Nous pensons au monde du travail, qui est aujourd'hui reconnu dans sa lutte, la lutte de ses représentants syndicaux. Nous pensons à ces millions de Françaises et de Français qui, par les rues, ont manifesté dans l'indifférence du gouvernement. C'est évidemment une étape, mais c'est une étape importante dont nous sommes aujourd'hui, je crois, fiers. Ça vous laisse sans voix. Peut-être rajouter un mot pour dire qu'effectivement nous sommes très fiers de ce qui vient de se passer à l'instant dans les murs de ce Parlement. Cela faisait déjà longtemps que nous nous battions pour que cette réforme soit suspendue et même abrogée. Ce que chacun doit comprendre, c'est que c'est une victoire d'étape et que désormais le totem qui était un totem absolu pour la Macronie, a été ébranlé. Et ce débat-là ne disparaîtra plus de nos écrans. Il sera un des débats majeurs de l'élection présidentielle de 2027. C'est à ce moment-là que les Français auront à nouveau la parole pour savoir s'ils veulent encore reculer davantage l'âge légal de départ à la retraite. Je pense à ce que dit Édouard Philippe, par exemple, ou s'ils souhaitent que nous en revenions à ce qu'était la réforme à la fois Hollande et Touraine. Retour donc à 62 ans pour l'âge de départ à la retraite. C'est un moment important parce que c'était évidemment une grosse difficulté. Il y avait un tabou qui n'avait pas été levé jusqu'ici et je regrette que toute la gauche n'ait pas fait l'effort de le comprendre. Je regrette que les insoumis, qui auraient dû se réjouir du fait qu'aujourd'hui des centaines de milliers de femmes et d'hommes pourront partir plus tôt, aient fait le choix de voter contre. Jamais je n'aurais imaginé qu'un homme ou une femme de gauche puisse appeler à voter contre un progrès social. Jamais je n'aurais imaginé qu'ils puissent, dans leur désir de grand soir, accepter l'idée de voter avec la droite la plus
rétrograde et accepter de se poser des questions qui ne s'étaient jamais posées jusque-là. Donc c'est une victoire importante dont il faut remercier celles et ceux qui l'ont votée. Et maintenant, nous allons continuer parce que cette journée ne se limitera pas à la question de la suspension de la réforme des retraites. Elle était pour nous simplement une façon d'entrer dans le débat. Mais vous le savez, dans quelques minutes, nous allons voter contre le gel des pensions et des prestations sociales parce que nous ne voulons pas que les retraites, les gens qui bénéficient des prestations se voient limités dans leur pouvoir d'achat en 2026. Et nous allons nous battre aussi pour que l'hôpital puisse retrouver des moyens de vivre, de simplement continuer même à survivre. Et nous allons aussi nous battre contre les franchises médicales. C'est vous dire que cette journée, elle est importante. Et elle va montrer aussi qu'il y a d'un côté ceux qui se bornent à l'incantation et aux postures et ceux qui se battent au quotidien pour que la vie des Français change. Et nous allons vous en faire la démonstration. Nous avons choisi... Voilà, pour les socialistes, on y est. Le mot victoire, martelé, victoire importante, très fiers les socialistes qui y voient la preuve aujourd'hui dans cette suspension de la réforme des retraites qui vient d'être votée. La preuve d'un rapport de force, d'un travail acharné, une victoire même des Français qui ont manifesté. On va reparler de l'ouverture pour la campagne de 2027 qui serait même actée, de la guerre avec LFI et tout ce qui va être voté encore dans les prochains jours. Mais c'est effectivement une victoire de la gauche, du PS, oui, pardonnez-moi, du PS et des Français qui ont manifesté. Oui, ils ont le triomphe qui n'est pas très modeste. Et dans les arguments présentés, ils devraient être prudents. Parce qu'on entend le dirigeant du Parti socialiste dire que LFI se retrouve aux côtés de la droite la plus réactionnaire. Je ferai remarquer que dans les 255 votes pour, la moitié, ce sont des députés du Rassemblement national. Et qu'il n'y aurait pas une majorité sans les députés du Rassemblement national. Et les députés du Parti socialiste, d'une certaine manière, peuvent se réjouir grâce au soutien des députés du Rassemblement national. La réaction du grand patron, Michel de Rosen. Écoutez, j'écoutais le premier secrétaire du Parti socialiste et je pensais en l'écoutant à Jean Jaurès. Jean Jaurès disait « il faut connaître le réel et aller à l'idéal ». On ne parle pas du réel, là. Quand les hommes politiques ou les femmes politiques jouent à être le Père Noël ou la Mère Noël, évidemment, ils font plaisir. Ils distribuent des cadeaux, ils distribuent un argent qui n'existe pas. Et donc, ils sont en train de créer une nouvelle couche dans le problème des finances publiques français. Ça veut dire plus de déficit et ça veut dire plus de dettes. Ou alors, pour financer cela, peut-être qu'un autre choix sera fait, qui est d'augmenter les impôts, d'augmenter les prélèvements obligatoires, ce qui nuira à l'activité économique, nuira au pouvoir d'achat des Français et nuira à l'emploi. Donc, je trouve triste qu'on puisse se réjouir d'annoncer une conquête sociale qui est, pour employer un terme précis, qui n'est pas financé. Mais il y a eu des milliers et des milliers de Français dans la rue pour dénoncer cette réforme. Dans les sondages, on voit que les Français voulaient qu'elle soit détricotée au bas mot. Cette réforme, de nombreux députés nous le disent, quand ils étaient en circonscription sur le terrain, les Français leur disaient qu'il fallait mettre fin à cette réforme des retraites. À ceux qui sont chez eux et qui applaudissent, parce qu'eux, ils la souhaitaient, ils ont battu le pavé pour l'obtenir, cette suspension de la réforme des retraites. Spécialiste que vous êtes, que leur dites-vous ? Le serpent se mord la queue, c'est-à-dire est-ce que c'est les gens spontanément qui sont descendus dans la rue ou est-ce qu'ils n'ont pas été incités par tout un tas de gens a priori respectables que cette réforme était abominable? Là, on a l'impression qu'on va sortir 100 ou 120 000 personnes des geôles, des prisons, c'est extraordinaire, ou de la mine. Bon, on est chez Zola, là. Donc, à force d'entendre ce discours venu de partis dits de gouvernement, je ne sais pas comment ils gouvernent avec ces idées-là, mais un jour, venant de partis honorables, dits de gouvernement, avec une telle musique, on peut comprendre que les gens s'auto-intoxiquent et descendent dans la rue. Donc je ne sais pas quelle est la poule et l'œuf dans cette affaire. Très rapidement, puisqu'on est attendu du côté de l'Assemblée par M. Ramos, allez-y, très rapidement. Oui, mais Amélie, vous avez raison. Mais le problème, c'est que les Français, ils ont été biberonnés à 1980. C'est le grand mensonge, 1981. François Mitterrand instaure la retraite à 60 ans. On est déjà à contre-courant de l'histoire. Donc à partir du moment où on raconte des mensonges et des sornettes à l'ensemble des Français qui, et je vais me faire des adversaires, mais je vexe personne, mais qui ont une culture économique, les Français, bien inférieure à la culture économique de beaucoup de pays européens. Donc à partir du moment où on n'a pas de culture économique et qu'on a eu mai 81, eh bien on est encore dans la queue de la comète de 81. Je trouve dommage qu'Olivier Faure, parce qu'il a fait l'effort de
se séparer de la France insoumise, encore un petit effort pour devenir un parti de gouvernement. Je vous le disais, nous sommes en direct à nouveau de l'Assemblée nationale avec Richard Ramos. Richard Ramos, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes député MoDem du Loiret, secrétaire général adjoint du MoDem. Merci à vous. Alors, je vous ai bien écouté ces dernières heures. Bien sûr, vous avez parlé de renoncement puisque réforme majeure du second quinquennat d'Emmanuel Macron. Mais un renoncement qui était inévitable pour éviter la censure ? Mais ce n'est pas une question de censure, c'était une question de chaos. Je pense qu'il y a un compromis qui a été trouvé. Le compromis, il évite le chaos. Et donc, cette réforme, vous savez que moi, je suis farouchement pour la réforme à point. Et donc, je suis très content qu'on puisse remettre dans le débat présidentiel cette grande réforme de société. Je pense qu'on a enjambé les élections, on n'a pas fait d'élection présidentielle sur le fond. Cette grande réforme, beaucoup de Français ne la voulaient pas. Il faudra la refaire, mais la reprendre dans le bon sens. Et moi, je le dis, je suis comme la CFDT, je suis pour cette réforme à point, c'est-à-dire pour tous les Français, 1 euro qui est mis dans la tirelire de la retraite, c'est le même euro pour tout le monde. Mais Richard Ramos, je vous soumets un chiffre, le coût de la suspension près de 2 milliards. Le coût de la suspension près de 2 milliards. Et à ça, vous répondez quoi? On met quoi en face de ces 2 milliards? On dit simplement que ça coûte quoi le chaos? Ça coûte quoi aujourd'hui? Si aujourd'hui on n'avait plus de gouvernement, si demain on était avec un budget qui n'était pas voté, comment on fait dans un monde qui est instable pour qu'on puisse augmenter le budget de l'armée? Et donc c'est le prix pour éviter le chaos. Je pense que suspendre pour 1 an, c'était la bonne décision, c'était une sage décision. Et puis il va y avoir des gagnants, des Français qui sont très contents. On va remettre les carrières longues sur la table. Et donc c'est ça qu'on dit. Vous aviez le choix entre le chaos ou un peu de sagesse et attendre vraiment que les Français tranchent ce sujet-là à travers la présidentielle. Oui, mais je vais vous donner les mots de Patrick Martin pour le MEDEF encore ces dernières heures. Il dit « La stabilité gouvernementale, c'est bien gentil », je le cite, hein, mais ça ne doit pas conduire à faire n'importe quoi. Il y a de nombreux patrons qui sont pas loin de dire qu'ils préféraient pas de texte que ce texte-là en l'état, même au nom de l'économie. Et peut-être même surtout... Oui, mais Patrick Martin, il ne doit pas venir sur les territoires, il ne doit pas venir voir mes PME, il ne doit pas venir voir mes ETI, moi, dans le Loiret. C'est pas ce que me disent les patrons. Les patrons, ils ont besoin de stabilité. Aujourd'hui, on n'a jamais eu autant de dépôts de bilan. Pourquoi? Parce que les Français ne consomment pas, ils épargnent. Et pourquoi ils ne consomment pas? Parce qu'il y a de l'instabilité. Donc, M. Martin, soit il ne va pas assez voir ses entreprises sur les territoires, soit il a une vision qui est uniquement personnelle. Moi, c'est pas ce que me disent les chefs d'entreprise. Les chefs d'entreprise, ils me disent foutez-nous la paix, mettez de la stabilité, et puis derrière, on essaiera de voir dans l'élection présidentielle. Je promettais tous les points de vue sur ce plateau dans cette émission. On y est. Michel de Rosen est avec nous sur ce plateau, président du conseil d'administration de Forvia, premier équipementier automobile français, pour reposer le cadre. Quand vous entendez M. Ramos depuis l'Assemblée vous dire voilà, mais c'était ça ou le chaos? Moi, je pense, il faut toujours penser à demain, puisque l'Assemblée nationale s'est prononcée, c'est le peuple souverain qui s'exprime à travers ses représentants. Il va y avoir dans moins de 18 mois maintenant une élection présidentielle. Je suis probablement le plus âgé dans cette émission. J'ai connu de grands pédagogues. Le général de Gaulle, Georges Pompidou, Raymond Barre, Jacques Delors étaient de grands pédagogues. Et ils savaient exprimer en termes intelligibles aux Français la complexité de l'économie. Il n'est que temps pour les responsables économiques, quel que soit leur bord, de faire de la pédagogie pour que le prochain mandat présidentiel soit un mandat où les réalités économiques seront reconnues, respectées et où la croissance française pourra repartir et qu'on puisse de nouveau distribuer du pouvoir d'achat aux Français. On a 18 mois pour remettre la France à l'endroit et sortir des supercheries qui ont été racontées ces derniers temps. Vous le voyez, Richard Ramos vous entend et vous répond, je pense. Allez-y, monsieur Ramos. Oui, c'est une réponse qui me convient. C'est une réponse d'un chef d'entreprise sage qui dit on est dans 18 mois, il faut apaiser et faire preuve de pédagogie. Et je le dis à M. Martin également, si le MEDEF, si les grands patrons comme lui, ils avaient dans le conclave pu conclure dans ce conclave avec les syndicats, on n'en serait peut-être pas là. Donc il faut d'abord que le MEDEF et les patronats balayent devant leur porte. On est également sur ce plateau avec Bertrand Martineau de l'Institut Montaigne. Je vous en prie, vous êtes assez remonté sur ces réflexions en cours à l'Assemblée nationale. Pas du tout. Je dis juste que dire tout ça n'est pas si grave, il y a une élection présidentielle dans 18 mois et on va se refaire, c'est possible, mais c'est quand même une vision relativement optimiste. Parce qu'il y a assez peu de...
il y a assez peu de raisons de penser que les leaders politiques aujourd'hui, qui sont dans le déni, dans la démagogie ou dans les calculs politiciens à très court terme, pourquoi touchés par la grâce, d'ici quelques mois, ils auraient un discours différent, comprendraient les problématiques économiques élémentaires et auraient le courage de retourner devant les Français pour dire il va falloir travailler davantage. C'est pas évident. Vous interrompre, messieurs. Gabriel Attal arrive à l'Assemblée, on va écouter sa réaction. Depuis plusieurs mois maintenant, l'Assemblée nationale vient de décider de suspendre la réforme des retraites de 2023. C'était annoncé, c'était attendu. Depuis l'annonce du Premier ministre dans sa déclaration de politique générale, on savait qu'avec les voix de la gauche et du Rassemblement national, il y aurait une majorité pour suspendre cette réforme. Mais comme j'ai eu l'occasion de le dire et comme on a eu l'occasion de le dire, l'essentiel quelque part n'est pas là. Parce que ce que vient de faire l'Assemblée nationale, c'est tout simplement retirer un morceau de scotch sur un système des retraites qui prend l'eau de toutes parts. La réalité, c'est que ce système des retraites qu'on a en France, il a été construit à une époque où la natalité explosait, où la population active augmentait et où il y avait beaucoup moins de personnes à protéger et beaucoup moins de retraités à qui verser une pension. Aujourd'hui, tout a changé. La natalité baisse, la population active diminue et il y a de plus en plus de retraités dont il faut verser la pension parce que l'espérance de vie s'allonge et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Et donc ça n'est plus, et c'est notre conviction, les paramètres qu'il faut bouger, c'est le système qu'on doit changer. Sinon on sera condamné tous les 3 ans, tous les 5 ans à revenir encore pour une énième réforme des retraites de paramètres où tout le monde nous expliquera que c'est la dernière, qu'il n'y en aura plus ensuite. Et en réalité, ça ne réglera rien parce qu'il faut changer le système. Et c'est ce que nous proposons avec mon parti Renaissance, avec les députés Ensemble pour la République. Nous proposons un nouveau système de retraite. Un nouveau système de retraite d'abord universel, avec les mêmes règles pour tout le monde, qu'on soit fonctionnaire, indépendant, salarié, 1 euro cotisé, ça doit être les mêmes droits pour tout le monde. On propose que ce nouveau système il soit libre, avec des départs à la carte, sans âge légal de départ, avec seulement une durée de cotisation. Vous décidez de partir très tôt, vous avez peu. Vous décidez de partir plus tard, vous avez une meilleure retraite. C'est très simple comme ça. Et puis un système productif qui assume enfin la capitalisation. Un pilier de capitalisation dans notre système de retraite, c'est ce qui permettrait d'abord aux Français d'avoir de meilleures retraites, comme on le voit dans les pays qui ont la capitalisation. Et c'est ce qui permettrait aussi de financer l'innovation, de financer notre industrie, nos entreprises. Parce qu'aux États-Unis, dans les pays qui ont un système par capitalisation, ils ont des fonds de pension qui financent leur économie, qui financent leurs entreprises et qui financent l'innovation. Et donc on a aussi dans ce système des propositions très fortes qui permettent d'avoir un véritable pilier de capitalisation avec des mesures pour que dès la naissance, chaque enfant reçoive 1 000 euros de capitalisation et ensuite que les parents, les grands-parents, en défiscalisant, puissent abonder ce fonds de capitalisation. On propose de booster et d'augmenter les plans épargne retraite, de flécher une partie de l'intéressement et de la participation des entreprises sur la capitalisation en matière de retraite. Voilà ce qu'est pour nous l'essentiel. Avancer vers un changement de système, tout simplement pour permettre aux Français, notamment aux jeunes générations, de savoir qu'elles pourront compter sur une retraite plus tard dans un système d'égalité, parce que les mêmes règles pour tout le monde, dans un système de liberté et dans un système productif. C'est ce que nous allons continuer à porter avec les députés Renaissance et avec mon parti dans les mois et les années qui viennent en vue des échéances nationales à venir. Je vous remercie. Merci beaucoup. Voilà pour Gabriel Attal, un scotch sur une réforme qui prend l'eau de toutes parts, déjà en train de se positionner avec proposition sur la table depuis 24 heures maintenant sur un système par capitalisation. On y reviendra dans quelques instants. Un commentaire Valérie Nataf et on va reprendre la direction de l'Assemblée pour retrouver le Rassemblement national. Ce que je trouve très frappant, c'est qu'en 2023, ce qui s'exprimait, c'était une colère, légitime ou pas, qui s'exprimait dans la rue, dans les sondages, on le sait, 80%, 75% des Français étaient opposés à la réforme des retraites. Aujourd'hui, c'est une autre colère, légitime également, qui s'exprime, celle des chefs d'entreprise, celle aussi de certains garants de nos finances publiques. Et il y a une querelle de légitimité. Vous dites que c'est un manque de connaissance de l'économie et de nos systèmes. C'est tout à fait possible. Mais moi, je vois un conflit de légitimité entre deux colères.
Alors, je le disais, on reprend la direction de l'Assemblée pour retrouver Laure Lavalette. Bonjour Laure Lavalette, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur LCI. Députée Rassemblement National du Var, porte-parole du groupe Rassemblement National à l'Assemblée nationale. Marine Le Pen, elle l'avait dit, les députés de votre camp vont voter comme un seul homme pour la suspension de la réforme des retraites. Soyons directs, à l'heure où peut-être plus que jamais vous essayez de parler aux patrons. N'est-ce pas un particulier exercice d'équilibriste auquel vous êtes en train de vous prêter? Parce que les patrons, ils parlent d'hérésie, pour le MEDEF, même d'erreur fatale. 13 patrons ont même signé une lettre au Premier ministre ces dernières heures pour dire à quel point il ne fallait pas aller dans ce sens-là. Vous savez, nous sommes fidèles à l'intérêt des Français. C'est notre seule boussole. C'est la raison pour laquelle nous avons été élus. Nous avons eu un mandat et c'est ce que nous faisons. Cette réforme des retraites, qui est mauvaise, on le sait, elle est passée en force. Elle était d'une violence inouïe. Les Français n'en voulaient pas. Nous avons un contre-projet de réforme des retraites et en relançant la natalité, en relançant la productivité, alors le système se retrouvera complètement équilibré. Mais vous avez raison, c'est un choix de société. Mais à côté de ça, vous avez bien vu... nous avons été très cohérents aussi dans le soutien aux entreprises puisque nous voulons faire baisser les impôts de production et je pense que c'est très lisible dans la mesure où nous sommes en plus très cohérents et nous ne changeons pas, nous ne varions pas de programme et je pense que moi en tout cas tous les patrons que je rencontre dans le Var ont bien compris qu'on était là pour améliorer eux aussi leur quotidien et s'il y a bien une famille politique qui protège les TPE, PME, c'est le Rassemblement National. Le Parti Socialiste est sorti de l'hémicycle en parlant de victoire. Vous êtes d'accord, c'est une victoire du PS? J'ai une petite idée de la réponse. Allez-y. Non, en fait, ce qui est certain, c'est que c'est étonnant. J'ai écouté en même temps que vous, Gabriel Attal, qui essayait de justifier le fait que cette réforme était brinque-ballante, alors que c'était le point d'orgue, je vous rappelle, du dernier quinquennat Macron. Eux vont vraiment avoir du mal en circonscription à aller s'expliquer. Le PS, déjà sans les voix du Rassemblement National, ça ne serait pas passé. Donc vous voyez bien que la victoire, je veux dire, elle est grâce à nous. Néanmoins, voilà, le PS a fait pression. Je rappelle aux Français quand même que aux dernières élections présidentielles, le PS c'était 1,7%. Ils sont arrivés à faire plier le gouvernement, plier les LR parce que mes collègues des autres bancs avaient tellement peur de retourner devant les Français, avaient tellement peur de se rendre aux urnes et de perdre leur circonscription qu'ils ont préféré se vendre pour un plat de lentilles. Moi, je ne trouve pas que ce qui s'est passé aujourd'hui soit une jolie leçon de politique, en tout cas pour les Français qui nous regardent. Je pense que la classe politique manque véritablement de courage. Vous pouvez rester un petit peu avec nous, Laure Lavalette ? Pas vraiment, mais je reviendrai avec plaisir. Très rapidement, 2 milliards, le coût de la suspension. Parfois c'est des maths, hein, c'est simple. On met quoi en face? Pour compenser, on fait comment? Mais vous savez, vous avez raison, un budget, il faut bien l'expliquer, c'est, j'allais dire, comme le budget des Français, c'est des recettes et des dépenses. Une fois que vous dépensez, nous avons beaucoup d'idées, d'économies. Encore une fois, c'est ce juste équilibre qu'il faut trouver. Vous savez, vous me dites 2 milliards, vous savez, c'est ce qu'a coûté de rendre la Seine baignable. Bon, c'était 1,2 milliard de rendre la Seine baignable pendant deux jours. Donc la vraie question qu'il faut se poser, c'est voilà, sur quel projet est-ce qu'on est prêt à aller mettre de l'argent sur la table? Nous, ça nous paraissait important parce qu'encore une fois, cette réforme des retraites, elle est inutile. Elle ne fonctionnera pas parce que l'idée qui veut que plus les gens travaillent, plus les cotisations rentrent, cette idée n'est pas vraie puisque nombre de personnes qui arrivent à l'âge de la retraite ne sont pas en emploi, ils sont soit en assurance maladie, soit en invalidité, soit au chômage. Donc en fait, ce que vous avez l'impression de gagner d'un côté, en fait, vous le dépensez de l'autre. Mais vous avez raison, c'est une philosophie. Nous pensons que quand vous avez commencé à travailler entre 17 et 20 ans, vous pouvez partir à la retraite avec 40 annuités et 60 ans d'âge légal et qu'après, progressivement, jusqu'à 42 annuités et un âge légal de départ à la retraite de 62 ans, ça nous paraît, quand vous avez travaillé toute votre vie, être une bonne idée. Parce que l'espérance de vie en bonne santé, elle n'a pas bougé. Et on pense effectivement que les Français ont le droit de profiter de leur vie après avoir eu une vie de labeur. Mais je rassure tous ceux qui ont envie de travailler après 62 ans, bien évidemment, ils pourront le faire. Alors, merci beaucoup Laure Lavalette, je dois effectivement vous laisser filer. Merci d'avoir accepté notre invitation en réaction à ce vote. La suspension de la réforme des retraites, c'est donc voté à l'Assemblée, même si je le rappelle, il y a encore un long parcours qui attend ce texte. Vos analyses, je vous vois tous réagir, vous allez tous avoir le temps de le faire. L'analyse politique de la séquence au regard par exemple de ce sourire affiché du RN, la suspension ils l'ont voulu, ils l'ont eu, ils pointent du doigt en même temps les incohérences de tous les autres. Marine Le Pen a commencé la journée en disant vous allez voir les masques vont tomber. Et votre regard à vous?
Oui, une fois de plus, le Rassemblement national, dans ce micmac parlementaire, tire assez habilement son épingle du jeu, sachant que le jour où il faudra faire une véritable réforme des retraites, il faudra assumer l'impopularité. Parce que moi, ça me frappe. Si vous voulez, cette idée, on dit en effet, on en est à la 6e Russie. Voilà, réforme. Depuis 1999, la réforme Balladur, je reprenais ça dans les sondages d'opinion. Parce qu'on dit c'est impopulaire auprès des Français, on prend les chiffres des manifestations et on prend surtout les chiffres des sondages d'opinion. Mais je ne connais aucune réforme des retraites qui ait été approuvée par une majorité des Français. Il faut assumer, en effet, l'impopularité. Et là, au fond, on aurait pu imaginer, alors maintenant, ça y est, c'est voté, mais on aurait pu imaginer que le gouvernement assume l'impopularité, tienne bon. Il y a des moyens. À ce moment-là, il y aurait peut-être eu, en effet, une motion de censure. À ce moment-là, eh bien voilà, il y a la dissolution comme moyen de répondre à ces motions de censure, et on retourne devant le peuple. Donc, il ne faut pas croire que c'était simplement le chaos. Le recours au suffrage universel, quand j'écoute tout de même M. Ramos, je me dis, si le recours au suffrage universel, c'est le chaos, alors là, attention. Alors, Michel de Rosen, je me tourne vers vous parce qu'on entend beaucoup, et on lit beaucoup, on écrit beaucoup ces derniers temps, que le Rassemblement national, il gagne des points chez les patrons. D'une part, est-ce vrai ? Et deuxièmement, comment vous analysez, comment vous réagissez à cette prise de position, là, encore à l'instant, de Laure Lavalette pour le Rassemblement national ? Écoutez, moi, je ne suis pas membre d'un parti politique et je ne suis pas venu ici pour donner des points à un parti ou à un autre. Ah non, je vous demande juste si autour de vous, vous sentez que le Rassemblement national gagne du terrain factuellement dans vos échanges à vous. Je n'aurai jamais le talent de Pascal Perrineau pour sonder les reins et les cœurs des Français, ni même des patrons. Ce que je peux vous dire, c'est que pour la plupart des patrons, les positions prises par les deux extrêmes, le Rassemblement national d'un côté, les Insoumis de l'autre, sont considérées comme irresponsables et de nature à affaiblir l'économie française et sa capacité à créer des richesses, des emplois et du pouvoir d'achat. Et en tout cas, puisque c'est moi qui suis ici à votre émission, je vous remercie de m'avoir invité, je considère que la politique du Rassemblement national ne correspond pas à l'intérêt de notre pays. Je vous voyais même faire des signes, des gestes, Monsieur Martineau. Pourquoi non, pendant la prise de parole de Laure Lavalette. C'est parce que c'est... Comment dire, on est de nouveau dans le déni, c'est-à-dire que voilà, il suffit de faire des bébés, puis tout ira bien. Bah oui, bien sûr. J'ai même noté que il n'y a pas de lien entre la masse des cotisations et puis le système de retraite. C'est pas en travaillant plus qu'on rétablit un système de retraite. C'est faux. Ça a toujours été faux dans le passé. C'est faux dans le présent et ce sera encore faux dans le futur. Que ce soit par répartition, par capitalisation, en France, en Allemagne, en Italie, c'est comme ça. Il y a un lien entre la quantité de travail et l'équilibre d'un système de retraite. Que voulez-vous ? C'est comme ça. Donc on est dans le déni, mais encore une fois, le débat futur présidentiel n'est pas très très bien engagé parce que les prérequis pour que les Français puissent avoir un choix éclairé ne sont pas en place en fait. Et par ailleurs, un leader politique n'est pas là, si c'est un vrai leader au sens propre du terme, il n'est pas là pour suivre la population, il est plutôt là pour la précéder et montrer le chemin. C'est ça la définition d'un leader, et c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup. Il est 18h. Si vous nous rejoignez sur LCI, ça y est, la suspension de la réforme des retraites a été votée à l'Assemblée nationale. Des réactions fortes depuis quelques minutes. Bien sûr, le Parti socialiste qui est sorti de l'hémicycle en parlant de sa victoire. Le Rassemblement national, le sourire aux lèvres, puisque c'est avec ses voix notamment que cette suspension est passée, exercice d'équilibriste. Et puis les mots forts, depuis quelques instants également, depuis les rangs de la droite, et sont tombés ceux de Bruno Retailleau par la voix du réseau social X. Cette suspension, dit-il, de la réforme des retraites est une capitulation. Il ajoute: je suis effaré par la lâcheté du gouvernement qui vient de sacrifier l'avenir de nos jeunes générations sur l'autel de sa survie politique. Cette décision irresponsable, prise sous le diktat du PS, avec la complicité du RN, va coûter des milliards à la France. Après les folies fiscales de la semaine dernière, le délire continue.
capitulation, diktat, irresponsabilité, complicité du RN, Valérie Nataf? Alors, j'entends un langage très martial. Je montrais à l'instant à Pascal Perrineau le résultat du vote du groupe de Laurent Wauquiez à l'Assemblée. Pour la suspension de la réforme des retraites, 8, contre 25, abstention 9. Donc il y a 17 députés des Républicains qui ont soit voté pour, soit se sont abstenus sur la suspension de la réforme des retraites. Je trouve que les mots de Bruno Retailleau sont d'autant plus forts qu'il a dû avoir les mêmes informations que moi. Ah oui. Donc il crie d'autant plus fort. Mais vous savez ce qui s'est passé au dernier bureau politique des Républicains, au dernier bureau politique du parti de Bruno Retailleau, eh bien les députés qui étaient là, Michel Tabarot, député des Alpes-Maritimes, et d'autres députés, ont dit à Bruno Retailleau, mon cher Bruno, c'est bien sympathique ton projet de faire capoter le gouvernement, mais est-ce que tu es élu au suffrage universel? Est-ce que tu es député? Donc c'est bien facile de faire des grandes déclarations, mais qui ira au tapis si jamais il y a une dissolution? Donc le claquage, il est partout. Le claquage, Laure Lavalette, qui est très bonne dans ses interventions à la télévision, qu'est-ce qu'elle peut répondre? Vous avez tout dit, Bertrand Martineau, elle ne peut pas répondre que c'est cohérent. Qu'est-ce que peut répondre un député Les Républicains qui a voté contre la suspension de la réforme des retraites ou qui s'est abstenu? On lui parle de son président de parti, qu'est-ce qu'il peut dire? Claquage, claquage, claquage. Donc et puis dernière chose, Gabriel Attal, pour le coup, a le mérite d'introduire la capitalisation dans le débat, mais j'avais l'impression d'être à la télévision en 1990. Ça nous rajeunit. Nous avons des débats des années 90. Voilà. En 1990, 88, la Suède, la Norvège, le Danemark, voilà. Alors nos voisins espagnols, portugais, italiens l'ont fait beaucoup plus tard. Mais nous, quel est le film? On revient en arrière sans arrêt. Retour vers le passé. Donc on est en 86, 88. C'est vraiment formidable. Nous sommes en direct, pardonnez-moi, avec Aurélien Pradié, député non inscrit du Lot. Mais vous venez des rangs des Républicains, Aurélien Pradié. Qu'avez-vous voté? Je suis direct ce soir. Écoutez, moi j'ai voté en cohérence de ce que j'avais voté à l'époque de la réforme Borne. J'étais opposé à la réforme Borne, non pas parce que je pensais qu'il ne fallait pas de réforme, mais parce que je pensais que cette réforme était microscopique par rapport à ce qu'il fallait faire. Donc j'avais voté contre la réforme Borne à l'époque. Le temps m'a plutôt donné raison, puisque y compris les macronistes aujourd'hui conviennent qu'en réalité il faut tout revoir de A à Z. Et donc en conformité avec le vote passé, j'ai voté pour cette suspension. J'ai voulu rappeler à mes collègues qu'au fond on ne réglait rien du problème. Et qu'on ait un débat sur la réforme des retraites dans le cadre d'une architecture globale. Ça se comprend, parce que tout le monde voit aujourd'hui que le système par répartition tel qu'il est de toute façon à bout de souffle. Le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'on aborde la question des retraites pour sauver le gouvernement. Et on mélange un enjeu de court terme, très court terme, pardon, qui est le sauvetage d'un gouvernement, avec un enjeu de très long terme, qui est l'équilibre et la restructuration de notre système de retraite. Donc j'ai eu un vote de cohérence par rapport aux convictions que j'avais portées à l'époque, un peu contre ma famille politique, mais je sais aujourd'hui aussi à quel point je suis très mal à l'aise avec le fait qu'on traite un sujet essentiel par le tout petit bout de la lorgnette. Et je crains d'ailleurs que les semaines et les mois qui viennent, pardon, les années qui viennent, ne soient extrêmement négatives. Parce que, au fond, on recule pour mieux sauter. Ça, c'est la vérité du moment. Sur la question du système par répartition, chacun sait aujourd'hui qu'il faut avoir le courage de tout reconstruire. Alors, je voudrais quand même vous soumettre les mots de Bruno Retailleau. Cette suspension de la réforme des retraites est une capitulation. Il se dit effaré par la lâcheté du gouvernement. Et ceux, en somme, selon lui, qui ont voté pour cette suspension, sacrifient l'avenir de nos jeunes générations sur l'autel d'une survie politique. Cette décision, il la qualifie d'irresponsable. Après les folies fiscales de la semaine dernière, le délire continue. Que lui répondez-vous ? Oui, il a raison, le délire continue. Peut-être que je dois rappeler quand est-ce que ce délire a commencé. Il a commencé notamment sous François Bayrou, le délire fiscal dont vous parlez. Il n'a pas commencé là, il a commencé sous François Bayrou et il se poursuit avec monsieur Lecornu. Il se trouve qu'à l'époque, le Parti des Républicains appartenait au gouvernement de François Bayrou. Ce que je veux dire par là, c'est que ce qui est irresponsable aujourd'hui, c'est de ne pas vouloir prendre les sujets à bras-le-corps. On est en train de discuter de la manière la plus appropriée de retarder les échéances. Au fond, on se dit, tout ça, ce sera traité en 2027. Et on met sous le tapis de la présidentielle tout ce qui relève des urgences du moment.
Bruno Retailleau a raison, cette décision n'est pas la plus courageuse qui soit. Mais il a tort. Il a tort de penser que la réforme Borne était une réforme courageuse. La réforme Borne, elle n'a quasiment rien rapporté financièrement. Elle n'a rien réglé au système. Il faut tout revoir de A à Z. Et aujourd'hui, la vraie lâcheté, c'est la lâcheté de tous ceux qui n'ont pas la force de se mettre au travail véritablement pour reconstruire, imaginer des modèles nouveaux et qui essaient de bricoler un système des retraites. Et il a en partie raison et en partie tort.